Juste après minuit, à Ouagadougou, une annonce brutale a renversé toutes les certitudes. Les permis miniers détenus par plusieurs sociétés privées étaient révoqués, sans compensation et sans retour possible. Ce geste, impensable pour les investisseurs étrangers, révélait pourtant une faille béante entre les profits exportés et la souveraineté étouffée d'un pays longtemps pillé. Alors, face à cette rupture inattendue, une question surgit. Que signifie vraiment ce basculement pour ceux qui voyaient en Ibrahim Traoré la promesse d'un redressement réel? Une lueur traversa la nuit, brève mais chargée de conséquences. Dans les heures qui ont suivi la révocation des licences, une promesse plus vaste est apparue, replacer la richesse du sous-sol burkinabé au centre d'un projet national qui ne dépendrait plus des arbitrages extérieurs. L'enjeu était immense, presque vertigineux, garantir qu'aucune ressource stratégique n'échapperait désormais au contrôle public. Tandis que la mesure faisait polémique à l'international, elle révélait surtout une fissure profonde entre deux visions du développement, l'une fondée sur la patience diplomatique, l'autre sur une reconquête immédiate de souveraineté. Dans les rues, des discussions animées surgissaient autour d'un même doute. Cette rupture pouvait-elle réellement corriger des décennies de contrats opaques? Le gouvernement, lui, avançait une certitude simple mais décisive. Si les règles du jeu restaient identiques, rien ne changerait pour les communautés proches des sites miniers. Un détail souvent ignoré renforçait encore la tension. Plusieurs multinationales avaient en profité, pendant des années, de clauses juridiques complexes pour limiter leur exposition fiscale. Et c'est ce point précis qui devint l'étincelle du débat national. À ce stade, une question s'impose. Qu'advient-il lorsqu'un pays décide enfin d'appliquer ses propres lois jusqu'au bout? La première révélation, passée presque inaperçue dans le tumulte médiatique, tenait en deux faits simples. Entre 2022 et 2025, le Burkina Faso avait traversé deux coups d'État et une recomposition politique d'une ampleur rarement égalée dans la région. Et pourtant, malgré cette instabilité apparente, une direction nette, presque mathématique, s'était imposée. C'est précisément dans cet interstice que s'est affirmé le projet porté par Ibrahim Traoré, ancré dans un constat brut. Si l'or constitue près de 79% des exportations du pays, la majorité des bénéfices ne profitait quasiment jamais aux Burkinabés. À partir de ce point, le décor devient plus lisible. Les années précédentes avaient vu se multiplier les contrats opaques, les sociétés écrans et les promesses communautaires jamais tenues. Dans certaines zones minières, les habitants pouvaient nommer précisément les camions qui traversaient chaque nuit, mais ignoraient totalement la destination des profits qu'ils transportaient. L'écart entre richesse extraite et pauvreté persistante n'était plus seulement économique. Il était politique, presque existentiel. Le pays avançait en portant un paradoxe insoutenable. Lorsque le jeune capitaine est arrivé au pouvoir en 2022, porté par un mélange inédit de colère populaire et d'espoir stratégique, le changement de doctrine n'a pas été immédiat, mais progressif et méthodique. Il s'est d'abord agi de nommer les failles, la dépendance aux multinationales, la fragilité juridique des institutions, la faiblesse du contrôle public. Puis de redéfinir la finalité même du secteur minier, produire de la valeur pour la nation, non pour l'extérieur. À mesure que les mois passaient, les signaux s'alignaient, le rapprochement avec le Mali et le Niger, la création de l'Alliance des États du Sahel, la volonté affichée de reprendre la main sur les ressources stratégiques. Tout cela convergeait vers une même ligne. Si l'or continuait de quitter le sol burkinabé, il devait désormais le faire selon des règles assumées, contrôlées et surtout nationales. La logique était claire, presque mécanique, reprendre le fil de la souveraineté là où il avait été rompu. Pour comprendre comment la rupture minière s'est imposée dans l'appareil d'État, il faut revenir à ceux qui, sur le terrain, observaient déjà les premiers effets du changement doctrinal. Dans plusieurs communes proches des zones d'extraction, des inspecteurs des mines témoignaient d'un phénomène discret mais révélateur. Pour la première fois depuis longtemps, des entreprises auparavant intouchables se voyaient contraintes de présenter des registres, des volumes et des justificatifs que personne ne leur demandait réellement auparavant. Cette inversion du rapport de force n'était pas spectaculaire, mais elle était tangible.
Un ingénieur de district racontait par exemple qu'en 2023, l'un des principaux opérateurs avait été sommé d'expliquer des écarts de production constatés entre ses déclarations et les estimations indépendantes. Quelques mois plus tôt, une telle demande aurait été inimaginable. Elle aurait été étouffée par un appel téléphonique ou une clause contractuelle. Cette fois, aucune porte de sortie n'avait été offerte. Le signal envoyé au secteur était clair. Les pratiques anciennes n'étaient plus acceptables. Dans une autre localité, un chef coutumier décrivait une transformation plus subtile encore. Là où les réunions avec les sociétés minières se limitaient autrefois à des promesses vagues de développement communautaire, les discussions se faisaient soudain plus précises, presque nerveuses. Les entreprises savaient qu'un contrôle accru les attendait et que la marge pour les arrangements implicites se réduisait. Ce nouvel environnement produisait une forme d'électrochoc. Il rappelait que la loi, longtemps mise en sommeil, pouvait redevenir un instrument actif. Et pour les communautés locales, cette simple réalité changeait la perspective d'ensemble. En somme, une question demeurait suspendue. Jusqu'où cette dynamique pouvait-elle aller sans fissurer l'équilibre fragile du secteur ? Tout a réellement basculé lors d'une séquence fulgurante où les décisions politiques se sont enchaînées sans laisser d'intervalle. D'abord, un signal presque technique, la mise en œuvre intégrale du nouveau code minier, appliqué article par article, sans interprétation souple ni délai officieux. Cette fermeté, inhabituelle dans un secteur longtemps dominé par les clauses contractuelles privées, a agi comme un déclic. Les cabinets d'avocats spécialisés en arbitrage international ont immédiatement relevé le changement de ton. Les entreprises minières, elles, ont compris que les marges de négociation autrefois garanties s'étaient évaporées. Puis est venue l'étape la plus incisive, l'examen judiciaire des opérateurs déjà sous enquête ou suspicion. Ce moment a joué le rôle de mise en tension maximale. Dans les couloirs de la capitale, chacun murmurait un même nom, celui d'un magnate influent dont les activités croisées, licences, sous-traitances et sociétés parallèles occupaient discrètement une large portion de la carte minière. Lorsque l'administration placée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré a confirmé l'ouverture officielle de poursuites contre lui, l'effet a été immédiat. La dynamique interne du secteur a vacillé. Le point de rupture a été atteint en octobre 2025, lorsque les charges ont été rendues publiques. Vente foncière illicite, schéma de fraude fiscale, détournement d'actifs, blanchiment à grande échelle. En quelques heures, les autorités judiciaires ont relié ces infractions à plusieurs entités minières opérant sous sa sphère d'influence. Ce n'était plus seulement un dossier économique, c'était un dossier politique, judiciaire et symbolique. Et c'est précisément ce qui a déclenché l'escalade. La décision tombée 2 jours plus tard fut brutale dans sa simplicité. Tous les titres miniers liés à l'ensemble de ces sociétés étaient révoqués, sans compensation et sans recours. Pas de table ronde, pas de négociations techniques, pas de sortie honorable. En lieu et place, une lecture rigoureuse de la loi. Quiconque est sous enquête pour fraude, corruption ou blanchiment perd immédiatement le droit d'exploiter les ressources nationales. Ce mécanisme, inscrit dans l'article 42 du Code minier, devenait ainsi le cœur battant d'une stratégie beaucoup plus large. Le choc s'est propagé comme une onde. Dans les heures suivantes, les milieux d'affaires régionaux s'inquiétaient d'un précédent dangereux. Les analystes internationaux parlaient déjà de risques systémiques. Les groupes financiers occidentaux évoquaient la possibilité d'un effet domino sur d'autres États de la région. Cependant, au Burkina Faso, la réaction fut diamétralement opposée. Dans certaines zones minières, des habitants ont parlé de justice rendue, enfin tangible. Des leaders communautaires y voyaient la première sanction véritable appliquée à un acteur longtemps perçu comme intouchable. Dans la foulée, la désignation du SOPAMIB pour reprendre la gestion des sites révoqués a ajouté une nouvelle couche au bouleversement. L'État ne se contentait plus de sanctionner, il reprenait la main opérationnelle. Ce geste, jugé risqué par plusieurs partenaires extérieurs, fut interprété intérieurement comme la continuité logique de la doctrine souverainiste. Là où l'exploitation privée avait failli, la gestion publique devait offrir une alternative temporisée et contrôlable. La trajectoire devenait alors limpide. Le pays prenait le chemin d'une reconquête méthodique, marquée par des chocs successifs, mais structurée par une volonté unique, rétablir un rapport de force
où la loi nationale ne serait plus une variable d'ajustement. Et pourtant, une interrogation restait ouverte, alimentant curiosité et inquiétude. Cette dynamique pouvait-elle se maintenir face aux contre-pressions internationales qui commençaient à converger ? Au départ, le paysage minier burkinabé reposait sur une base fragile, une dépendance extrême à l'or et des contrats faiblement contrôlés. La transition s'est mesurée par un delta précis. Plus de données publiques, moins d'opacité privée. Un glissement technique mais lourd de conséquences. Ce renversement n'est pas théorique. Il s'observe dans plusieurs indicateurs devenus centraux pour comprendre l'impact réel des réformes. On peut d'abord retenir un premier chiffre, 79%. C'est la part que représentait l'or dans les exportations du pays en 2023. Cette proportion illustre une vulnérabilité structurelle que les autorités cherchaient explicitement à corriger. À partir de cette base, la dynamique a évolué. Les audits imposés par le ministère des Mines ont entraîné une augmentation mesurable des informations déclarées. Volumes extraits, redevances versées, contributions communautaires. Les rapports, autrefois largement internes aux compagnies, sont désormais soumis à des vérifications croisées. Cette simple exposition des données a déplacé le centre de gravité du secteur. Là où les firmes dominaient le narratif économique, l'État occupe désormais l'espace documentaire, un basculement que beaucoup d'observateurs n'avaient pas anticipé. On peut ensuite souligner un deuxième chiffre, une hausse de 12% des revenus miniers captés par le Trésor public, selon les projections internes fondées sur les premiers mois de reprise opérationnelle des sites révoqués. Cette progression reflète une redistribution plus directe des bénéfices vers l'État central. L'effet le plus surprenant n'est pourtant pas budgétaire, mais comportemental. Plusieurs entreprises qui craignaient initialement un environnement hostile ont finalement révisé leur position en se mettant en conformité accélérée. L'argument avancé est simple, la loi est lisible, l'arbitrage prévisible et la sanction connue. Pour un investisseur, même strict, ce cadre peut devenir une forme de sécurité si les règles restent stables. Enfin, un troisième chiffre mérite attention. 3 sociétés étrangères ont suspendu leurs nouveaux investissements, non pas pour fuir le pays, mais pour réévaluer leurs engagements contractuels sous la nouvelle législation. Cette pause traduit une prudence stratégique qui n'équivaut pas à un retrait définitif. En parallèle, les acteurs locaux observent un phénomène souvent sous-estimé, l'amélioration progressive de la confiance communautaire. Dans plusieurs zones extractives, les comités locaux déclarent apercevoir plus clairement l'usage des contributions minières. Là où les budgets étaient autrefois flous, ils apparaissent désormais documentés, audités, contrôlés. Ce changement alimente une perception différente du rôle de l'État, plus présent, plus exigeant, parfois perçu comme plus imposant, mais rarement comme absent. Un autre élément quantitatif, bien que moins visible, révèle l'ampleur de la recomposition. Le nombre croissant de dossiers renvoyés devant les autorités fiscales. Les entreprises comprennent que la tolérance, autrefois accordée à certaines pratiques comptables, n'a plus cours. Le levier juridique agit comme une barrière redessinée, resserrant l'espace des usages flexibles. Ce réalignement produit un effet systémique. Le secteur minier, longtemps gouverné par les négociations bilatérales, glisse vers un modèle régi par des règles nationales explicites. Le changement de trajectoire apparaît alors non seulement plausible, mais mesurable. On peut résumer ainsi la trajectoire de la situation de départ à son évolution. Moins d'impunité, plus de transparence, davantage de captation publique. Et une question demeure ouverte, prolongeant la curiosité entamée en P5. Si ces premiers gains tiennent dans la durée, jusqu'où ce nouveau cadre peut-il redéfinir l'équilibre économique du pays ? 2 lectures diamétralement opposées se sont imposées dès l'annonce des révocations. La première, défendue par une partie des analystes occidentaux, avançait que la décision risquait d'entraîner une fuite du capital, une contraction de l'investissement privé et une vulnérabilité accrue pour une économie déjà fragilisée par l'insécurité et la dépendance aurifère. Selon cette approche, toute mesure brutale appliquée à un secteur aussi sensible pouvait être assimilée à un risque systémique. L'argument central était simple. Sans stabilité contractuelle et sans garantie pour les entreprises, les flux financiers internationaux se détourneraient durablement du pays. Face à cette interprétation prudente, une seconde thèse, largement relayée au Burkina Faso et dans une partie du Sahel, soutenait l'inverse.
La révocation sans compensation n'était pas un acte de rupture irrationnel, mais une correction administrative permettant d'éliminer les abus hérités d'un système contractuel déséquilibré. Cette vision insistait sur le fait qu'un cadre clair, même exigeant, pouvait attirer des acteurs prêts à opérer selon des règles transparentes. Les données publiées après les audits, notamment la hausse mesurée des recettes publiques, étaient mobilisées pour démontrer que le pays n'entrait pas dans une spirale d'effondrement, mais dans un processus de rééquilibrage. Entre ces deux positions, la réponse la plus solide émerge en s'appuyant sur les éléments factuels fournis par les autorités burkinabées. Les sociétés sanctionnées l'ont été en raison d'enquêtes pour fraude, corruption ou blanchiment, conformément à l'article 42 du nouveau code minier. Les décisions ne ciblaient non pas l'ensemble du secteur, mais des acteurs précis en situation d'irrégularité. De plus, aucune donnée ne suggère un retrait massif des entreprises restantes. Certaines ont même ajusté leurs pratiques pour se conformer au nouveau cadre. Ainsi, la question n'est pas simplement de savoir si les mesures sont sévères ou risquées, mais si elles sont appliquées de manière cohérente et prévisible. Les faits disponibles montrent que le pays n'a pas cherché à fermer ses portes, mais à fermer les brèches d'un système permissif. La tension entre prudence économique et souveraineté juridique demeure, mais elle se joue désormais sur un terrain où les règles sont connues et appliquées. Un basculement s'est produit. Cette phrase résonne comme un point d'inflexion dans l'évolution du secteur minier burkinabé, et c'est précisément à ce moment charnière que le projet porté par Ibrahim Traoré a révélé sa véritable portée. Non pas un simple acte de rupture, mais une reconfiguration silencieuse de plusieurs rapports de pouvoir entre l'État et les entreprises, entre les communautés locales et les opérateurs, entre les règles écrites et les pratiques héritées. Le midpoint apparaît lorsqu'on constate que la loi, longtemps perçue comme un outil symbolique, est devenue un levier opérationnel. La reprise des sites révoqués par la SOPAMIB n'était pas qu'un geste administratif. Elle marquait l'entrée de l'État dans un rôle plus direct, plus affirmé, qu'il n'avait plus occupé depuis des décennies. Et cette transformation a été amplifiée par un phénomène inattendu. Au lieu d'un effondrement spéculé par certains analystes, plusieurs investisseurs ont préféré adapter leurs pratiques plutôt que quitter le pays. Ce retournement n'efface pas les risques, mais il impose une réalité nouvelle. Le choc initial a ouvert la voie à un modèle où la souveraineté n'est plus seulement déclarée, elle est exercée. Les effets de la réforme, d'abord concentrés dans les cercles administratifs et juridiques, se sont ensuite diffusés dans l'ensemble du pays. Pour comprendre cette redistribution des dynamiques, il faut examiner 4 groupes directement touchés. Les nations locales, NN, le domaine national, DN, les niveaux sociaux, ND, et l'environnement géopolitique régional, KV. Chacun a perçu différemment la secousse provoquée par les décisions portées par Ibrahim Traoré. Dans les zones minières, les changements ont été parmi les plus visibles. Là où les habitants éprouvaient une méfiance quasi structurelle envers les entreprises étrangères, l'application stricte du nouveau code a ouvert un espace inédit. Les comités communautaires, souvent réduits à des rôles consultatifs, ont commencé à recevoir plus d'informations sur les volumes extraits et les redevances associées. Les promesses d'infrastructures, points d'eau, dispensaires, écoles, autrefois repoussées Cindy, sont devenues plus traçables. Cela n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là, mais la perception dominante a basculé. L'État n'était plus un intermédiaire distant, mais un acteur présent, parfois exigeant, parfois brusque, mais enfin visible. Ce regain de confiance n'est pas uniforme, mais il marque une rupture psychologique majeure. La loi n'était plus une fiction, mais un outil qui pouvait être appliqué jusqu'au sommet. Pour les structures publiques, l'impact est double. D'un côté, la centralisation accrue via la SOPAMIB a permis de capter une plus grande part des revenus miniers. Les audits ont révélé des marges auparavant hors de portée du trésor public. De l'autre, cette reprise en main a intensifié la charge pesant sur les institutions. Gestion de sites complexes, nécessité de transparence accrue, coordination technique plus lourde. Le défi est immense, bâtir une gouvernance capable de gérer des actifs stratégiques là où l'expertise était souvent externalisée. Mais l'effet le plus décisif reste la cohérence. La doctrine souverainiste a cessé d'être une ligne politique pour devenir un mode opératoire. Les analyses prédisant un effondrement brutal ne se sont pas matérialisées.
Certes, certains investissements ont été suspendus, mais aucune vague de départ massive n'a eu lieu. Les acteurs encore présents se repositionnent, cherchant à comprendre le nouveau cadre plutôt que d'éviter de fuir. Sur le plan interne, l'augmentation du revenu public affecté aux secteurs sociaux, santé, éducation, infrastructure, a consolidé l'idée d'un rééquilibrage. Les effets en restent partiels, mais perceptibles. Là où l'on attendait une contraction, on observe une recomposition. Le geste burkinabé n'a pas été isolé. Il a agi comme un signal. Mali et Niger, déjà engagés dans une trajectoire similaire, ont accéléré leur révision législative. L'Alliance des États du Sahel, AES, a trouvé dans cette doctrine un socle commun: souveraineté économique, refus de dépendance unilatérale, diversification des partenariats. Dans ce contexte, la décision de Ouagadougou a pris une dimension régionale. Elle n'est pas seulement un changement interne, elle redéfinit les règles du jeu pour un bloc entier. Au final, les impacts concrets de la réforme tracent une ligne nouvelle, fragmentée, contradictoire par endroits, mais indéniablement structurante. La question désormais n'est plus de savoir si le pays peut supporter cette trajectoire, mais comment il continuera à la modeler. À ce stade, la trajectoire burkinabé entre dans une zone où l'incertitude s'élargit. Pour comprendre les possibilités qui se dessinent, 3 scénarios peuvent être envisagés sur un horizon de 6 à 12 mois, chacun reposant exclusivement sur les dynamiques déjà observées dans les faits recensés, sans extrapolation spéculative ni jugement de valeur. Dans un premier scénario dit base case, la trajectoire correspond à une stabilisation sous contrôle renforcé. Dans cette configuration, le cadre légal issu du code minier continue d'être appliqué avec constance, sans nouvelle rupture et sans durcissement supplémentaire. Les audits poursuivent leur montée en puissance. La SOPAMIB consolide ses capacités opérationnelles et les entreprises encore présentes ajustent progressivement leurs pratiques. Ce scénario repose sur un mécanisme simple. La stabilité générée par des règles lisibles permet d'éviter des secousses supplémentaires. Les relations avec les investisseurs prudents restent ouvertes, tandis que les communautés locales observent une adaptation graduelle. L'effet principal serait une poursuite du rééquilibrage, ni spectaculaire ni régressive, mais structurée par le maintien du cadre actuel. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, la situation évolue vers une consolidation et une diversification. Ce deuxième scénario n'implique aucune projection excessive. Il s'appuie sur une tendance déjà perceptible dans le rapprochement AES et la diversification des partenariats. La poursuite de cette logique pourrait conduire à une amélioration opérationnelle des sites repris, soutenue par l'apport de compétences externes sélectionnées selon des critères plus stricts. La dynamique AES pourrait permettre un cadre régional harmonisé, réduisant la concurrence juridique et renforçant la négociation collective. Dans ce cas, les effets attendus seraient une augmentation graduelle des recettes publiques, une plus grande lisibilité des flux miniers et une consolidation de la doctrine souverainiste comme pratique administrative ordinaire. Il ne s'agit pas d'une projection ambitieuse, mais d'une extension logique de tendances déjà amorcées. Dans un troisième scénario, le plus défavorable, se dessine une tension externe et une pression institutionnelle accrue. Le dernier scénario se concentre sur les signaux relevés dans les réactions internationales. Inquiétude d'investisseurs, critiques médiatiques, pauses contractuelles, procédures juridiques initiées. Et si ces éléments se combinaient, ils pourraient exercer une pression accrue sur les institutions burkinabées, déjà sollicitées par la reprise directe de plusieurs sites. L'enjeu serait alors la capacité administrative à absorber cette charge. Audit intensifié, arbitrage juridique, supervision opérationnelle. Un tel cumul pourrait ralentir le rythme des réformes, sans pour autant les inverser, et créer des phases d'ajustement prolongées. Ce scénario décrit un ralentissement sous contrainte, pas une rupture. Dans tous les cas, l'élément déterminant demeure la cohérence d'application du cadre existant. À court terme, le facteur essentiel n'est ni l'expansion rapide ni le repli, mais la capacité à tenir une ligne stable dans un environnement changeant. Dans cette phase où les lignes institutionnelles se redessinent, l'impact sur le public ne se mesure pas seulement dans les chiffres ou dans les communiqués officiels. Il s'incarne dans 3 groupes distincts, chacun porteur d'attentes, d'inquiétudes et de projections spécifiques.
dont la perception façonne la réception nationale des réformes. Le premier groupe, composé de ceux qui vivent à proximité des sites miniers, perçoit la transformation à travers des signes concrets: contrôle plus visible, présence accrue d'agents de l'État, réunions communautaires plus structurées. Pour ses habitants, le changement ne se lit pas dans les discours, mais dans l'application de règles longtemps considérées comme théoriques. Leur vigilance demeure élevée, mais elle est désormais accompagnée d'une forme de prudence optimiste. Le deuxième groupe rassemble les travailleurs urbains, fonctionnaires, commerçants, petites entreprises, dont le rapport au secteur minier est indirect mais décisif. Pour eux, la réforme est surtout interprétée comme un enjeu de stabilité économique. Les signaux budgétaires positifs, même partiels, nourrissent à l'idée que la redistribution interne pourrait gagner en visibilité si les institutions parviennent à maintenir leur cohérence. Ils observent les évolutions avec attention, espérant que les recettes publiques accrues se traduiront par des services essentiels plus fiables. Enfin, le troisième groupe concerne les jeunes, souvent très sensibles aux marqueurs de souveraineté et à la clarté des positions nationales. Leur perception est marquée par un prisme particulier, la place du pays dans un environnement international parfois perçu comme défavorable. Pour eux, la réforme constitue autant un test qu'un symbole. Ils y voient jour la possibilité d'un modèle différent, mais ils restent attentifs à la capacité institutionnelle de le soutenir durablement. Entre ces groupes, un fil commun apparaît. Chacun cherche des repères dans un contexte de transition. Les attentes sont fortes, mais elles s'ancrent de plus en plus dans des éléments observables, ce qui renforce la nécessité d'une continuité mesurée plutôt que de gestes spectaculaires. Pour que la trajectoire engagée s'inscrive dans la durée, plusieurs étapes doivent être consolidées. Elle ne se relève pour moi pas d'un changement idéologique, mais d'une organisation méthodique alignée sur les pratiques déjà observées depuis les premières décisions portées par Ibrahim Traoré. La question n'est donc pas d'ajouter de nouvelles ruptures, mais de structurer les mécanismes existants afin qu'ils deviennent reproductibles, mesurables et résistants aux fluctuations externes. Une première étape consiste à formaliser les audits élargis. La publication régulière des données, volumes extraits, redevances, contributions communautaires, doit devenir un processus standardisé. La crédibilité institutionnelle repose en grande partie sur cette transparence continue. Plus les informations seront disponibles et vérifiables, plus les acteurs locaux et internationaux pourront ajuster leur comportement sans spéculation inutile. Une deuxième étape vise à renforcer les capacités de la SOPAMI-B. La reprise de plusieurs sites impose des exigences opérationnelles élevées. Il est essentiel de consolider les équipes techniques, de clarifier les chaînes de décision et d'améliorer les mécanismes de contrôle interne. La stabilité dépend de cette montée en compétences progressive, déjà amorcée mais encore fragile. Une troisième étape concerne harmoniser les pratiques avec les partenaires de l'AES. Le Mali et le Niger ayant engagé des révisions similaires, une coordination régulière permettrait de réduire la concurrence juridique et d'augmenter le poids collectif des trois pays dans leurs négociations futures. Cette étape s'inscrit dans la logique de souveraineté partagée déjà exprimée dans les textes fondateurs de l'Alliance. Enfin, une quatrième étape a pour objectif de instaurer un suivi communautaire structuré. Les comités locaux, qui jouent un rôle central dans la perception du secteur minier, doivent disposer d'outils pour suivre les engagements pris par l'État. Cette structure, si elle est bien définie, réduit les tensions et renforce la légitimité du cadre légal appliqué. L'ensemble de ces étapes compose une feuille de route cohérente, non pas ambitieuse au sens spectaculaire, mais stable, vérifiable et conforme aux dynamiques déjà en marche. Dans les régions minières où tout a commencé, un détail revient souvent dans les témoignages, un carnet usé que certains inspecteurs transportent encore avec eux. Il contient des notes prises bien avant les réformes, lorsqu'un simple contrôle administratif pouvait être bloqué par une porte close ou un silence haut placé. Aujourd'hui, ce carnet devient un symbole, celui d'un avant et d'un après. C'est vers cette image que revient le fil de l'histoire. Un objet modeste, mais chargé de mémoire. Et c'est dans cette mémoire collective que la démarche portée par Ibrahim Traoré trouve sa résonance la plus durable, non pas dans les grandes annonces, mais dans la possibilité concrète de refaire circuler la loi, de la ramener jusqu'aux marges où elle s'était effacée. Le pays avance
sans certitudes absolues, mais avec une conscience plus nette de ce qu'ils refusent et de ce qu'ils souhaitent réparer. Le chemin reste étroit, exigeant, parfois austère. Pourtant, une conviction gagne du terrain. Lorsqu'un État décide d'assumer ses règles, il change d'abord la manière dont son peuple se regarde lui-même. Et la phrase qui revient, simple mais tenace, retient toute son intensité. La souveraineté commence là où l'on cesse de s'excuser. Dans un paysage où les règles évoluent et où chaque décision redéfinit les équilibres, la compréhension collective devient essentielle. Le débat autour de la souveraineté minière dépasse les analyses techniques. Il interroge la manière dont un pays choisit d'affirmer ses priorités, d'organiser ses institutions et de rendre ses choix lisibles pour ceux qui en vivent les conséquences directes. Si cette histoire vous éclaire ou vous questionne, vous pouvez prolonger la réflexion en partageant vos observations, en interrogeant les mécanismes en place ou simplement en discutant des enjeux qui vous semblent les plus déterminants. Les perspectives ne se construisent jamais seules, elles émergent des échanges, des désaccords argumentés, des regards croisés. La souveraineté, quelle que soit sa forme, se renforce lorsqu'elle est comprise, débattue et appropriée par ceux qu'elle concerne. Alors, si vous souhaitez continuer à explorer ce sujet, à suivre l'évolution des réformes ou à revisiter d'autres dossiers liés aux ressources stratégiques, votre curiosité trouvera toujours ici un espace pour s'exprimer.